C'était il y a 10 ans, en 2014, la minorité yézidi était victime d'un génocide en Irak et en Syrie. Pour la première fois en France, Sabri Essid, un djihadiste français, va être jugé pour crime contre l'humanité et génocide à l'encontre de 11 femmes et enfants yézidis. C'est en Syrie entre 2014 et 2016. Nous allons nous intéresser dans ce grand angle au difficile chemin vers la justice et la reconstruction pour les rescapés de ce génocide. On en parle avec Clémence Bectart. Bonsoir, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes avocate des parties civiles dans ce dossier, responsable du groupe d'action judiciaire de la Fédération internationale des droits humains. Avec nous également Pascal Bourgault, journaliste au service culture de TV5 Monde. Bonsoir Pascal, vous travaillez sur ce dossier depuis des années maintenant. On a parlé récemment de votre documentaire Hawar, Nos enfants bannis, qui raconte la détresse des femmes yézidis survivantes de Daesh et de ces enfants dont personne ne veut, si on peut dire, qui sont nés des viols perpétrés par les djihadistes. Avant de vous entendre toutes les deux, on va voir Pascal que vous vous êtes intéressé à une exposition en Belgique que l'on peut voir en ce moment dans des écoles et qui ont parcouru les villes de Liège et de Bruxelles. Une exposition photo signée des reporters Johanna de Tesser et Christophe Lamfalussy. C'est une exposition qui nous permet, à travers une cinquantaine de photos, de comprendre qui sont les yézidis, ce qu'ils endurent aussi depuis maintenant 10 ans, depuis le génocide. On regarde votre reportage, on en parle juste après. Au Kurdistan, dans le nord de l'Irak, des camps de réfugiés à perte de vue. Près de 350 000 Yazidis y vivent toujours depuis 10 ans. Depuis ce fameux 3 août 2014, où des hordes de djihadistes ont envahi leur village. Comme des milliers d'autres femmes, Laïla a été kidnappée, privée de ses enfants et réduite à l'esclavage sexuel. Sur le bras droit, elle a tatoué la date du génocide et sur son autre bras, elle a tatoué le prénom de ses enfants. Beaucoup de femmes ont fait ça en captivité. Elles se faisaient des tatouages avec un mélange de charbon et de lait maternel avec une aiguille. Elles faisaient ça aussi par réflexe identitaire parce que leur enfant leur était enlevé. Elles ont aussi tatoué, certaines ont aussi tatoué les prénoms de leurs enfants sur les propres mains de leurs enfants parce que Daesh les enlevait et changeait leur identité. Depuis 10 ans, il y a bien eu quelques avancées politiques. Le génocide des Yazidis a été officiellement reconnu par les Nations Unies et de nombreux parlements en Europe. Il y a également eu des avancées sur le plan judiciaire. Dans nos pays, l'Allemagne, il y a déjà eu des procès. Il y a notamment une femme qui a été condamnée pour avoir laissé mourir un enfant qui avait fait pipi au lit, un enfant yézidi, et l'avoir exposé au soleil sous 40-50 degrés. En Belgique, on a une quinzaine d'enquêtes qui sont en cours contre des djihadistes belges. Et puis, il y a en France des procès qui sont ordonnés, notamment contre un ancien djihadiste qui est sans doute mort, qui s'appelle Sabri Essid, qui est accusé d'avoir exploité une douzaine de femmes et d'enfants yézidis. Dans leur temple de l'Alèche, plus que jamais, les Yazidis pratiquent leur culte monothéiste millénaire. Johanna de Tessier et Christophe Lamfalussy ont documenté la vie de cette communauté dans ce livre intitulé « Soleil invaincu ». Christophe et moi, on a travaillé 10 ans sur ce génocide et on trouvait que c'était important de ne pas limiter l'histoire des Yézidis au fait d'être victimes, même s'ils sont victimes, mais aussi à la résistance qui a lieu depuis 10 ans, de plein de manières. Il y a eu une résistance armée, bien sûr, des hommes et des femmes. Il y a une résistance religieuse, il y a la résistance de rester malgré tout dans la région. Il y a aussi la résistance au niveau de la diaspora, de continuer à être yézidi, à parler sa langue même en exil. C'est tout ça qu'on raconte dans notre exposition, dans notre livre. Ces 10 dernières années, plus de 100 000 Yazidis ont émigré en Europe, en Australie et au Canada. Voilà donc pour ce reportage, Clémence Bectart. Sabri Essid est présumé mort en Syrie, mais en l'absence d'éléments certifiant son décès, la justice française est compétente pour juger cet homme par défaut. Quand aura lieu le procès et pourquoi est-ce important selon vous, même par contumace ? Eh bien, le procès aura lieu en mars 2026, donc dans un peu plus d'un an. Ce sera vraisemblablement le premier procès, en tout cas contre un ressortissant français, un homme qui a rejoint les rangs de Daesh pour génocide et crimes contre l'humanité à l'encontre de la communauté yézidi. Et c'est une étape très importante parce que cela a été un long combat
pour la justice qui a été menée avant tout par les victimes elles-mêmes, qui très tôt ont voulu témoigner et faire en sorte aussi de pouvoir déposer des plaintes, contribuer à des procédures judiciaires, parce que pour elles, pour l'ensemble de la communauté, il est essentiel de faire reconnaître aussi de manière judiciaire la réalité du génocide qui a été commis donc à l'encontre de ces femmes yézidis et de l'ensemble de la communauté yézidi. Que sait-on au juste de cet homme ? Eh bien, on sait qu'il a rejoint les rangs de l'État islamique, donc il s'est rendu depuis la France vers la Syrie, et ce sont donc des femmes, dont certaines que je représente dans cette procédure, qui l'ont précisément mis en cause pour avoir non seulement combattu dans les rangs de l'État islamique, mais pour cela il était déjà poursuivi par la justice française, mais pour avoir également acheté sur ces marchés aux esclaves qui ont été mis en place par l'État islamique, eh bien des femmes yézidis, les avoir détenues, les avoir violées et soumis à toutes sortes de violences sexuelles. Et ce sont pour ces faits-là qu'il va être jugé en mars 2026, qui sont 2026, constitutifs de génocide et de crimes contre l'humanité. Et vous suivez les autres dossiers dans d'autres pays du monde, d'Europe notamment. Il y a des procès similaires qui ont eu lieu en Allemagne notamment. Comment cela s'est passé ? Et y a-t-il eu des condamnations ? Oui, l'Allemagne a été le premier pays à s'emparer, je dirais, de ces enquêtes et à organiser le procès d'un Irakien qui a été extradé depuis la Turquie vers l'Allemagne dans cette affaire qui a été évoquée dans votre sujet pour avoir laissé mourir de faim et de soif une jeune fille, une enfant yézidi, dans la cour de la maison qu'ils occupaient en Syrie. Donc ça a été la première condamnation dans l'histoire pour génocide et elle a été prononcée par les juridictions allemandes. Il y a de nombreuses autres juridictions en Europe, mais aussi au Canada, qui ont ouvert des enquêtes et qui ont recueilli les témoignages de victimes yézidis et qui cherchent à poursuivre leurs ressortissants qui pourraient donc être tenus responsables eux aussi de génocide et de crimes contre l'humanité. Et Pascal, la Belgique enquête également. Christophe Lanfalussy l'évoquait dans votre reportage. Qu'en est-il au juste du côté belge ? Eh bien, en Belgique, il y a deux affaires en cours. D'abord, il y a le volet belge d'une affaire française dont on a déjà beaucoup parlé, qui est l'affaire de cette djihadiste Sonia Mejri, qui est partie en Syrie, qui a été mariée à un émir. Et il y a une jeune yazidi qui l'accuse. Cette jeune yazidi s'appelle Rafida Naïf. Elle l'accuse de l'avoir maltraitée, de l'avoir sous-nourrie, de l'avoir torturée et de l'avoir également préparée pour que son mari la viole. Elle était tout à fait au courant. Et donc cette affaire est en cours actuellement. Et dans la mouvance de Sonia Mejri et de son mari, il y avait un Belge. Ce Belge s'appelle Sami Djedou. C'est un Belge d'origine ivoirienne ses parents sont catholiques, mais lui, il s'est converti à l'islam. Il a choisi la voie de l'islam radical. Il est parti faire le djihad. Il a participé à la préparation des attentats de Bruxelles. Et puis, il a été tué en 2016 à Raqqa. Et puis, il y a une deuxième affaire qui est en cours. C'est une jeune yazidi qui vit en Australie et qui est venue spécialement en Belgique pour témoigner également contre un djihadiste belge qui est également décédés et les noms là sont tenus secrets. Donc là, ce sont des deux procès des procès en assises qui vont bientôt être annoncés. Alors on le rappelle, on l'a déjà évoqué, 5000 morts selon les Nations Unies, plus de 6000 femmes et enfants réduits en esclavage, entre 2000 et 3000 yézidis toujours portés disparus et puis 200 000 civils qui ont dû quitter leur terre sous le joug de Daesh. Maître Clémence Bectar, il y a eu des procès de djihadistes français pour des faits de terrorisme, mais pas pour crimes contre l'humanité et génocide. Comment vous, à la Fédération internationale des droits humains, vous avez eu l'idée, vous vous êtes emparé de cette question précise et de cette piste ? D'abord, on l'a fait à la demande des victimes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les victimes, les ONG, les activistes yézidis qui les accompagnent, pour l'ensemble de la communauté yézidi, c'était fondamental, encore une fois, de qualifier les crimes qu'ils avaient subis de génocide et de crimes contre l'humanité. Donc d'abord, il a fallu convaincre les autorités françaises, les autorités judiciaires françaises de la nécessité de poursuivre non plus seulement pour des faits en relation avec une entreprise terroriste, comme c'était le cas jusqu'à présent, les ressortissants français qui avaient rejoint les rangs de Daesh, mais de regarder aussi dans quelle mesure ils pouvaient être tenus responsables, en tout cas pour certains d'entre eux,
pour des faits de génocide et de crimes contre l'humanité. Parce que c'est aussi une manière de replacer les victimes au centre de ces procédures. Les procès, ce qu'il faut bien comprendre pour terrorisme, il suffit de démontrer que ces ressortissants français ont rejoint les rangs de Daesh, qu'ils ont combattu sous le drapeau noir de Daesh, et cela suffit à les condamner. Là, dans ces procès-là pour génocide et crimes contre l'humanité, ce qu'il convient de mettre en lumière, c'est les crimes commis contre les victimes, contre ces femmes yézidis. D'autant plus que les juridictions internationales, la CIJ et la Cour pénale internationale, contrairement à d'autres cas, ne peut pas s'en saisir parce que ce n'est pas un État, même si lui-même, Daesh, se revendique comme étant un État à part entière. C'est d'abord parce que l'Irak et la Syrie, là où les crimes ont été commis, n'ont pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale. Donc effectivement, la CPI n'a jamais pu ouvrir d'enquête. Il n'y a pas non plus d'enquête en Irak qui n'a pas dans son code pénal interne les crimes de génocide et de crimes contre l'humanité. Il y a eu des indemnités, il me semble, en Irak, mais oui, mais aucune minimes, procédure. Ouais. Et donc, ces fenêtres de justice en Europe et notamment en France, c'est aujourd'hui le seul espoir de justice pour ces victimes yézidis. Donc c'est d'autant plus fondamental que ces enquêtes aient lieu et que ces procès aboutissent. Et juste un mot après, avant de vous entendre, Pascal, parce que j'ai aussi une question à vous poser. Clémence Bekhtar, les 5 femmes yézidis qui sont parties au procès et que vous défendez résident au Canada, en Australie, une est toujours en Irak, c'est bien cela. Est-ce qu'elles ont toutes été victimes de cet homme ? Oui, et c'est ce qu'elles disent précisément, elles le mettent en cause et leurs témoignages d'ailleurs se corroborent les unes les autres puisqu'elles racontent des faits qui souvent se recoupent dans le temps, mais elles ont toutes effectivement dénoncé Sabri Sid comme ayant été à un moment donné l'un de leurs bourreaux, parce qu'il faut rappeler que ces femmes, certaines d'entre elles ont parfois été détenues, achetées, revendues et violées par 13, 14, 15 hommes différents membres de Daesh. Est-ce qu'elles sont soutenues par leur famille? On sait combien la question du viol est taboue dans certaines communautés. Elles sont soutenues ou elles sont rejetées? Il y a eu de la part des autorités religieuses yézidis un certain nombre d'actes qui ont été pris justement pour que les femmes soient accueillies à nouveau dans leur famille, bien qu'ayant été victimes de viols et de violences sexuelles. Il y a d'autres problèmes d'exclusion qui ont été posés, notamment pour les femmes qui avaient eu des enfants liés à ces viols. Mais en tout cas, il y a eu des efforts faits, on peut le dire, par la communauté yézidi pour que ces femmes puissent être réintégrées au sein de leur communauté. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces femmes, dont la plupart sont en exil, sont confrontées aussi à des problèmes de réinsertion, réhabilitation, de refaire leur vie aussi, qui est très compliqué. Pascal, un dossier très complexe. Extrêmement complexe, Mohamed. Je ne sais pas si vous vous imaginez le puzzle pour les enquêteurs français, belges, allemands et vous qui avez travaillé sur le dossier également. Imaginez-vous, il faut d'abord identifier les djihadistes français dans le cas de la France, puis identifier les yazidis qu'ils ont reçus, achetés, revendus, kidnappés, violés, parce qu'on l'a dit, parfois c'était plusieurs personnes différentes. Et puis il faut, pendant toutes ces années, les femmes ne sont pas restées en Irak, elles sont parties en exil. Donc il faut retrouver ces femmes, vous l'avez dit, au Canada, en Australie, les interroger. C'est extrêmement compliqué, extrêmement complexe. Alors tout ce travail des enquêteurs et de vous n'aurait pas été possible sans une personne qui, sur place, depuis 2014, récolte les témoignages de ces femmes. En 2014, en fait, il a rencontré les survivantes, il a dit « Écoute, tu dois me raconter ton histoire parce que dans 5 ans, dans 10 ans, tu ne vas pas te souvenir ni du nom de ton djihadiste violeur kidnappeur, ni où tu as été. » Et donc, il a récolté des milliers de témoignages de ses consoeurs yazidis. Il s'appelle Barzad Farhan. Nous l'avons joint par téléphone. Il vit à Douk. Il continue son travail. Il a travaillé avec vous et on l'écoute. Il va nous expliquer pourquoi. Pour lui, ce procès en France, c'est la consécration de 10 années de travail et la consécration pour toute la communauté yazidi. On l'écoute. Ce procès est très important pour les victimes yézidis. Beaucoup de ces femmes me disent « Personne ne va nous rendre justice. 10 ans ont déjà passé et rien n'a été fait contre les djihadistes de Daesh. Personne ne nous rend justice. » Il y a quelques mois, quand le procès en France a été annoncé, c'était une excellente nouvelle pour les femmes yézidis. Voir qu'un pays important comme la France s'intéresse à la cause yézidi et que ce pays nous rend justice, ce procès, c'est un véritable soutien psychologique pour nous. Mais ce n'est pas un procès de cas individuels, c'est plutôt un message fort pour le monde entier. Grâce à ce procès, les victimes yézidis ne sont pas mortes pour rien.
Dans l'histoire, il y a eu 73 génocides contre les yézidis, mais rien n'a été documenté. Ce dernier drame du 3 août 2014 a été reconnu comme génocide par plusieurs États, mais si la communauté internationale ne suit pas ce dossier de près et ne lui accorde pas toute l'attention nécessaire, personnellement, je pense qu'il y aura un nouveau génocide contre les yézidis. Voilà, pour une réaction peut-être, Pascal Lezier, vous avez travaillé avec cet homme? Oui, il est remarquable, Barzad. Vraiment, il a une grande détermination dans le fait de recueillir les témoignages. Il a gagné la confiance de ces femmes rescapées de l'horreur pour les accompagner aussi à déposer des plaintes, à porter leurs témoignages en justice. Et puis ce qu'il dit très bien et qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce combat pour la justice, c'est un combat contre l'oubli. C'est pour qu'on se souvienne de ce génocide commis à l'encontre des yézidis et peut-être aussi, à travers ces efforts de justice, de créer les garanties que ça ne se répète pas à l'avenir. Vous direz que ce procès il a une dimension aussi préventive pour celles et ceux, même si le phénomène s'est tari, en effet, de ce départ vers le djihad? Oui, tout à fait. C'est de raconter aussi une autre histoire de la criminalité de Daesh. Daesh, ça n'a pas seulement été, contrairement à ce qui est exposé par ces combattants dans leur défense et puis dans ces procès pour terrorisme, de rejoindre le drapeau noir et de combattre. Ça a été aussi d'esclavagiser des femmes, de les violer, de les acheter et de les revendre sur des marchés dédiés. Donc c'est aussi important d'exposer cette réalité-là de la criminalité de Daesh à l'encontre de victimes innocentes. Et une minorité qui reste toujours fragilisée. On voit que les hostilités ont repris en Syrie, Pascal, même si elles n'ont jamais vraiment cessé. Oui. Que sait-on aujourd'hui? Alors je crois que le Parlement kurde d'Erbil a reconnu le génocide. Le gouvernement fédéral irakien, Bagdad, l'a reconnu également. Est-ce qu'aujourd'hui ils se sentent mieux protégés, si on peut le dire ainsi, en Irak, à défaut peut-être d'être en Syrie où la stabilité est encore moins... On le voit, hein, les dernières actualités, la résurgence de groupes djihadistes en Syrie, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour tout le monde, mais aussi pour ces minorités. Moi, ce que j'avais envie de vous demander, c'est ces femmes que vous avez rencontrées, puisque vous êtes allé au Canada, vous êtes allé en Australie, c'est compliqué pour elles de parler de leur traumatisme, on le sait, des viols, des kidnappings. Est-ce qu'elles vont venir à Paris témoigner pendant le procès? En une petite minute, on est pris par le temps. Oui, alors je l'espère ardemment qu'elles viendront. Ce sera bien sûr leur choix, leur décision. Il faut savoir que c'est très difficile pour elles de se replonger à nouveau dans l'horreur qu'elles ont vécue. Certaines d'entre elles me disent aujourd'hui, ma priorité ce sont mes enfants, c'est ma reconstruction aussi, celle de ma famille. Mais j'espère véritablement qu'elles pourront être présentes parce qu'elles sont les actrices de ces procédures et c'est grâce à elles que ce procès en l'occurrence aura lieu. Merci beaucoup Maître Clémence Bekhtar. Merci Pascal Bourgault du service culture de TV5 Monde. 64 minutes, continue avec l'invité.